Donc c'est en 2009 que l'Excellence française a choisi de distinguer le professeur Kayat pour son travail dans le domaine du cancer. Peut-être n'est-ce qu'une distinction de plus à ajouter au long palmarès de celles reçues précédemment, tant en France qu'à l'étranger. En tout cas, c'est celle qui nous vaut le privilège de votre présence aujourd'hui. Depuis l'âge de 34 ans, vous êtes professeur de médecine à l'université Pierre et Marie Curie, chef de service d'oncologie médicale du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Vous enseignez également au centre médical Anderson à Houston, Texas, mais oui, sans compter les nombreuses conférences que vous donnez à travers le monde, nous en parlions tout à l'heure. Alors, nous pouvons d'autant apprécier votre présence parmi nous aujourd'hui, et on vous en remercie vivement, car il faut le dire, vous ne manquez pas non plus d'activités annexes. Vous avez dirigé l'Institut national du cancer, organisé le sommet mondial contre le cancer à l'UNESCO, la charte de Paris contre le cancer, ou la collégiale des cancérologues de l'assistance publique, c'est encore vous. Vous conseillez aussi l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Je crois que je ne me trompe pas sur ces points-là, j'en oublie certainement. Je sais qu'il y a des associations qui vous tiennent particulièrement à cœur, comme l'AVEC, je pense que nous y reviendrons. Vous aimez aussi vous exprimer, envoyer des messages. Alors, vous avez écrit pour ce faire de nombreux ouvrages, certains sont ardus, d'autres relèvent du roman, mais toujours en lien avec la maladie. Et puis votre best-seller, je crois, un essai, Le vrai régime anti-cancer, suivi, qu'il croirait, d'un livre de recettes. Alors, il est vrai qu'on vous dit très gourmand. De nombreuses contributions à des ouvrages médicaux vont parfaire cette liste non exhaustive de vos activités. Alors, on peut se demander comment vous pouvez faire tout cela, d'autant que dans ces livres, et en particulier dans le dernier, De larmes et de sang, on retrouve toujours une préoccupation majeure et récurrente, le rapport aux malades. Et ça prend du temps. Comment arrivez-vous à tout concilier? C'est une question. C'est voilà, à vous de répondre. Ben écoutez, je vais commencer par répondre à votre question. J'y arrive en sacrifiant tout le reste. C'est-à-dire que je fais 3 consultations par semaine, où je vois à peu près entre 40 et 60 malades par semaine. Et il ne s'agit pas simplement de voir un malade, mais il s'agit de le suivre, d'être présent, de répondre à toutes ses inquiétudes, d'organiser ses soins. Donc ça prend effectivement encore plus de temps que vous ne l'imaginez. Mais c'est vrai que c'est l'essentiel de ma vie, c'est l'essentiel de mon combat. Tout le reste, quand j'ai écrit une pièce de théâtre ou les scénarios de films ou les romans, je les fais pendant les vacances, parce que je suis incapable de rester sans rien faire après 11 mois d'une vie complètement folle. Et donc, voilà, j'ai sacrifié probablement une grande partie de ma vie de famille, de ma vie personnelle. Permettez, je ne veux pas faire de la pub pour Eddie Jacob, mais je me suis dit que c'était... Voilà, donc je réponds à votre question. Et... Ça, c'était la question, comment faites-vous pour faire tout cela? Maintenant, je crois que la question majeure pour laquelle nous sommes réunis, c'est le cancer, où est-on en France? Très bien. Où en est-on en France? Alors, j'espère que vous ne trouverez pas le temps long, je vais m'exprimer pendant un peu plus d'une demi-heure, je crois, puis ensuite, naturellement, nous entrerons dans une phase de questions-réponses. Alors, peut-être pourrions-nous commencer à nous poser la question, qu'on aurait pu aborder n'importe quelle grande maladie, aujourd'hui, dans cet exposé, et je remercie naturellement Maurice Tassler de m'avoir invité, d'avoir mis le cancer comme ça, d'avoir mis la lumière sur cette maladie qui est celle que je combats depuis si longtemps aujourd'hui. Mais on aurait pu se poser la question, pourquoi le cancer? Et la réponse, elle est évidente en réalité. Pourquoi? Parce que le cancer en France, ça touche un homme sur 2, ça touche une femme sur 3. C'est énorme, 49% des hommes français ont ou vont avoir un cancer dans leur vie. Pourquoi? Parce que le cancer, c'est 350 000 nouveaux cas chaque année en France, et c'est malheureusement encore aujourd'hui, même si plus de 50% des malades sont guéris, c'est encore 150 000 morts chaque année en France. Ce chiffre d'ailleurs, quand je l'exprime, le sentiment que personne n'en perçoit l'importance, 150 000, 2 millions, 1 million, c'est pas... En fait, si vous voulez essayer de comprendre ce que signifie 150 000 morts, et d'ailleurs en le faisant, vous vous rapprocherez de ce que moi je vis en perdant autant de mes malades depuis tant d'années. Ne pensez plus à 150 000 morts, mais pensez à 150 000 fois une mort. À 150 000 fois une chaise qui reste vide à table. À 150 000 fois la porte d'une chambre qu'on ferme et qu'on n'ouvrira plus.
à 150 000 fois un collègue de bureau qu'on voit arriver fatigué un jour, qu'on voit un jour arriver sans cheveux, puis qu'un jour on ne voit plus arriver. Et là, ça vous donnera la sensation réelle de ce que prend le cancer dans les forces vives de notre pays chaque année. Le cancer, c'est en 2020 pour l'OMS 20 millions de nouveaux cas cette année-là et 10 millions de morts. En France, je fais le va-et-vient entre le monde et la France, mais en France, même si 85% des femmes atteintes du cancer du sein, qui est le premier cancer chez la femme dans notre pays, même si 85% des femmes vont guérir si elles sont bien soignées de leur cancer du sein, il n'en reste pas moins que 11 000 femmes, chaque année encore, aujourd'hui, meurent de cancer du sein, ce qui veut dire que toutes les heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, toutes les heures, il y a une femme en France qui meurt du cancer du sein. Même si nous guérissons 75% des cancers du côlon, 75% des cancers de prostate, il y a encore 150 000 morts en France. Le cancer, ça tue plus dans le monde que le sida, plus la tuberculose, plus le paludisme réunis. Le cancer, ça n'est pas qu'une maladie des pays riches, puisque sur les 10 millions de morts attendus en 2020, dans 7 ans à peine, 7,5 millions surviendront dans des pays qui, à eux tous, aujourd'hui, ne font pas 5% du PIB mondial. C'est-à-dire, en réalité, ce vont être les pays les plus pauvres du monde qui vont payer le plus lourd tribut à cette maladie, devenue le premier prédateur de l'homme, en France, en Europe, dans les pays développés, dans les pays en développement, avec un nombre de cancers partout dans le monde qui double tous les 20 ans. Donc c'est effrayant. Je veux dire, quel que soit le côté par le chiffre que vous allez considérer pour parler du cancer, vous allez être effrayé. Tellement cette maladie est présente autour de nous, tellement elle nous prive de tellement de gens qui sont nos amis, qui sont nos parents, qui sont nos enfants, qui sont nos femmes ou nos maris. Et vous ne pouvez pas sortir de d'une réunion sur le cancer sans vous dire que c'est vraiment la maladie effrayante. Elle l'est d'autant plus qu'elle n'arrive pas, et on va revenir sur ça tout à l'heure pour parler de la situation en France, elle n'arrive pas, ni dans le monde, et ni encore moins en France, elle n'arrive pas à être une maladie comme les autres. C'est-à-dire que le mot cancer est lui-même attaché à des stigmates qui font que bien souvent, les malades qui sont frappés par cette maladie dans notre pays meurent 2 fois. Ils meurent le jour où on leur annonce qu'ils ont un cancer, parce que déjà pour eux, cette annonce signifie qu'ils vont mourir. Et ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, ils vont mourir réellement quand le cancer les emportera. Nous n'arrivons pas à traiter cette maladie pour ce qu'elle est, un désordre biologique, une cellule dans un corps humain qui en contient par ailleurs 1 million de milliards, une cellule qui un jour devient maligne et se met à proliférer, entraîne l'apparition d'une tumeur, et ensuite, à partir de cette tumeur, qu'on appelle la tumeur primitive, va s'aimer dans d'autres organes pour donner d'autres tumeurs que l'on dit secondaires, que l'on appelle des métastases, qui réapparaîtront bien plus tard, après que nous ayons enlevé le sein, enlevé la jambe, enlevé un bout de côlon, enlevé le larynx d'un fumeur, enlevé un morceau de poumon chez un cancer du poumon, enlevé ce que l'on veut de la tumeur primitive. Malheureusement, quelques années plus tard, les cellules qui étaient déjà parties se mettre ailleurs au moment où nous avons fait le diagnostic de ce cancer primitif, quelques années plus tard, alors que nous pensions avoir gagné, le cancer vient finir la partie et malheureusement montrer qu'il est plus fort que nous bien souvent. 150 000 morts chaque année en France, je vous dis, c'est absolument terrible. Alors, ça c'est le cancer en termes de chiffres. Donc pour vous dire où on en est en France, on peut commencer par les chiffres. Je vous ai donné les chiffres un petit peu mondiaux du cancer. La question qui m'a été posée par Maurice, c'est pas simple. Où en est la France dans ce domaine ? Alors, peut-être que, juste un mot d'historique, moi quand j'ai commencé mes études de médecine, et dès que j'ai été nommé interne des hôpitaux de Paris, j'ai pris un poste d'interne très vite à Villejuif, chez le professeur Georges Mathé, dans le plus grand centre à l'époque de cancérologie en France. Et à cette époque-là, la France pouvait être considérée, elle était d'ailleurs considérée comme probablement dans le classement des nations, comme le 2e pays en matière de lutte contre le cancer, d'efficacité, dans tous les domaines qui touchent à la lutte contre le cancer, qu'il s'agisse notamment de la recherche ou des soins. Petit à petit, malheureusement, la France s'est endormie sur cette position-là, fière qu'elle était d'avoir ce que l'OCDE considère toujours comme le meilleur système de santé. Un accès universel, même les plus pauvres, les chômeurs, ceux qui n'ont pas de couverture sociale, arrivent en France grâce à la CMU, à être soignés. Je vous rappelle que 40 millions d'Américains n'ont pas d'accès à des soins. Donc cette couverture universelle, tout le monde a accès à la sécurité sociale, donc aux soins. Tout le monde peut voir le plus grand professeur de médecine du plus grand hôpital en demandant un rendez-vous. L'État veille régulièrement à ce que l'accès à ces grandes personnalités du milieu du monde médical soit à la fois vrai en consultation privée, en consultation publique. Donc la personne qui connaît personne, qui n'a pas de travail, qui est au RSA, au RMI, peut avoir accès au plus grand professeur français, autant de fois qu'il le souhaite,
grâce à la CMU. Donc, un accès universel et illimité. En réalité, vous pouvez faire une prise de sang tous les matins, vous pouvez faire une mammographie tous les 3 mois, vous pouvez faire un scanner autant que vous voulez. La France n'a pas, comme certains pays, comme l'Angleterre par exemple, de liste qui vous oblige à aller voir toujours le même médecin, qui est responsable du nombre d'examens qu'il vous prescrit, vis-à-vis lui-même, la responsabilité vis-à-vis de l'assurance maladie, et donc il va limiter les examens. Vous pouvez aller faire des examens, vous serez remboursé pratiquement dans tous les cas. Donc l'OCDE nous dit nous avons le meilleur système de soins, universel, illimité, même si globalement il coûte assez cher, puisque nous sommes aux alentours de 10% de dépenses de santé par rapport à notre PIB, loin des 18% des États-Unis, mais quand même au-dessus d'un certain nombre de pays comme l'Allemagne par exemple. Mais nous avons un système qui est très performant, dans lequel tout le monde a accès aux meilleurs soins. Et donc, fort de cette certitude, de ce constat de grande fierté, je crois que la France s'est endormie dans les progrès qu'elle aurait dû faire pour rester vraiment à la tête des pays leaders en matière de lutte contre le cancer. Et finalement, quand nous sommes arrivés à l'aube de l'an 2000, en 1999, la France était passée en 8e ou 9e position, derrière des pays qu'aujourd'hui nous font presque rire, tellement leur crise est forte, comme nous étions derrière l'Italie, derrière l'Espagne, derrière l'Angleterre, derrière le Japon, derrière les États-Unis, derrière l'Allemagne. Pour les Français qui avaient été les premiers à découvrir la chimiothérapie, qui avaient tellement travaillé, parmi les premiers à avoir découvert comment servir de la radioactivité a été découverte par Marie Curie en France. Nous étions tellement forts de notre passé que finalement personne n'a voulu regarder en face la réalité. Nous avions perdu cette situation de leadership. Et c'est pour ça qu'avec quelques amis, en 99, nous avons décidé de nous regrouper à 3 reprises dans le courant de l'année 99. Et en prévision de la célébration du millénium, ce fameux 1er janvier 2000, nous avons décidé d'écrire un document. Au départ, nous pensions une déclaration de guerre contre le cancer pour raviver les forces vives de nos pays respectifs. Enfin, finalement, on s'est dit que non, il valait mieux faire un traité, une charte. Et nous avons fait la charte, nous avons écrit une charte qui est un préambule qui rappelle justement ce qu'est le cancer dans la réalité quotidienne de tous les citoyens du monde, combien il nous prive de gens qu'on aime, combien ça coûte cher, combien c'est compliqué, combien il faut veiller au respect de la dignité des malades, y compris dans leur fin de vie, combien il faut donner accès aux soins, etc. Et à partir de ce préambule, nous avons décliné en 10 articles. Je vous donnerai simplement les deux. Le premier d'article est très simple, il tient en une phrase. Il dit, dans toutes les langues du monde, cette charte est traduite dans plus de 60 langues, il dit simplement que les droits du malade cancéreux sont des droits de l'homme. Alors ça paraît ridicule de dire ça. En réalité, c'est très important, car combien de femmes ayant eu un cancer, même si elles ont à juste titre le sentiment qu'elles sont guéries, combien de femmes se voient refuser un job ? Combien de malades ou d'anciens malades, même guéris, se voient refuser une assurance, se voient refuser un prêt à la banque ? Combien un propriétaire peut, en vous voyant venir pour une location, quelqu'un qui est sous chimiothérapie à cause des stigmates visibles, va refuser la location. Donc, rappelez que le cancer ne résume pas la vie de quelqu'un et que c'est une maladie. On n'est pas cancéreux, parce qu'on n'est pas infarcteux si on a eu un infarctus, ou infecteux parce qu'on a eu une infection urinaire. On a eu un cancer, on était monsieur, madame X, on a un cancer, et un jour, on n'a plus le cancer. Et donc, il ne s'agit pas de stigmatiser ces gens-là, de leur mettre une espèce d'étoile jaune sur la poitrine. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important, dans le préambule, dans le premier article, de rappeler ça. Le dernier de ces articles disait simplement qu'il nous semblait important qu'au-delà de ce sommet mondial à l'UNESCO, puisque l'UNESCO a tout de suite parrainé cette charte, l'a prise à son compte, et c'est devenu la charte de l'UNESCO, on s'est dit qu'il fallait qu'après cette célébration de début 2000, qu'on continue de penser au cancer au moins un jour par an. Et donc nous avons demandé dans le 10e article qu'à partir de cette année-là, le jour de la signature de la charte de l'UNESCO contre le cancer, qui s'est faite le 4 février 2000 à l'Élysée, puisqu'elle a été signée au même moment par Jacques Chirac et par le docteur Matsuura, ce directeur général de l'UNESCO, que ce 4 février devienne la journée mondiale contre le cancer. Et c'est devenu la journée mondiale contre le cancer. Tous les 4 février, vous entendez parler de manifestations dans le monde entier, que vous soyez aux États-Unis ou en Chine, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Preuve que quelques types, autour d'une table, animés d'une pensée, de grande qualité humaine, peuvent changer les choses et créer une journée mondiale. Bien. Alors, le jour où Jacques Chirac a signé cette charte, et la raison pour laquelle il l'a signée, c'est que
il m'a reçu longuement à plusieurs reprises. Il était alors dans la période de cohabitation. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, le cancer, à partir du moment où vous avez un homme sur 2 et une femme sur 3 touchés, un homme sur 3 qui meurt du cancer, c'est 33% de la mortalité en France. C'est la première cause de mortalité, bien sûr, en France. Non seulement de mortalité, mais c'est la première cause de mortalité prématurée, c'est-à-dire des gens qui meurent avant l'âge de 65 ans, ce qui est là, non seulement il y a un drame par la perte d'un individu, mais en plus, il y a des forces actives qui disparaissent et qui ne créeront plus de richesse. Aujourd'hui, on cherche de la croissance. Le cancer, s'il n'était pas là, il y aurait plus de croissance, bien évidemment, parce que les gens qui meurent ne consomment plus. Et donc, je lui ai expliqué qu'à partir du moment où tant de gens étaient touchés, où le cancer causait tellement de morts, et de morts prématurées, le cancer n'était plus qu'un problème de santé publique, il devenait de facto en plus un problème politique. Et moi j'ai été voir Jacques Chirac parce que c'était le président de la République, il ne s'agissait pas là d'exprimer d'opinion politique, mais moyennant quoi il l'a compris, il a accepté de parrainer cette charte, et l'UNESCO aussi l'a compris, et donc voilà, la charte a été signée le 4 février 2000. En 2002, il y a eu de nouvelles élections, vous le savez, Chirac a été réélu face à Le Pen, et très vite, il a gagné également les élections législatives. Et donc, le 14 juillet, pour l'allocution habituelle traditionnelle du président de la République, à cette occasion, il a indiqué que, bon, il avait déjà, lors de son premier septennat, construit le musée des arts primitifs, tradition républicaine française, chaque président fabrique quelque chose. Et on lui a dit, qu'est-ce que vous allez fabriquer pour le deuxième mandat de 5 ans? Et il a dit non, au lieu de faire ça, il l'a dit à la télé, on va faire un plan cancer. Et donc, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, vous m'avez convaincu il y a 2 ans, maintenant vous allez vous mettre au travail, créer et gérer ce plan cancer. Parmi ce qui était nécessaire pour mener à bien ce plan cancer, et c'est des résultats de ce plan cancer dont je vais vous parler, puisque c'est ça qui détermine où en est la France aujourd'hui dans ce domaine, l'une des mesures phares était de créer, pour qu'il inscrit dans la loi, donc pas par un décret qui aurait pu être plus rapide, mais le président et le gouvernement, Raffarin, etc., ont souhaité que ce soit une loi votée au Parlement, car ce qu'un décret crée, un décret peut défaire. Et ce que, par contre, une loi crée, seule une loi peut le défaire. Donc c'est très difficile ensuite de faire voter des parlementaires pour dire on va détruire l'Institut national du cancer. La France était l'un des très rares pays développés qui n'avait pas de structure de coordination, de structure d'évaluation, de structure d'incitation, d'orientation de la lutte contre le cancer. Donc l'une des principales mesures était de créer cet Institut national du cancer. Je l'ai créé, j'avais prévenu le président que je resterais jusqu'à l'été 2006. J'ai réussi à tenir difficilement, mais tellement c'est un travail fastidieux et très politique, et c'est vrai qu'il faut être préparé à faire de la politique, ce que je n'étais pas. Moyennant quoi, la France aujourd'hui a un Institut national du cancer. Bien. Alors, où en étions-nous? Quelle était la situation du cancer en France en 2002? Où en sommes-nous aujourd'hui, 10 ans plus tard? Alors, en 2002, la situation du cancer en France, je vous l'ai dit, elle n'était pas brillante. Nous étions classés 8e, 9e du monde. Mais qu'est-ce qui se passait en France? Nous avions le plus... Alors, on va parler, la lutte contre le cancer, c'est nécessairement une lutte qui doit coordonner l'ensemble des actions qui peuvent concourir à contrôler la maladie. Et donc, quand vous mettez tout ce qui est nécessaire, vous allez travailler sur la prévention, vous allez travailler sur le dépistage, vous allez travailler sur le diagnostic précoce, parce qu'un cancer diagnostiqué tôt, c'est plus facile à guérir qu'un cancer diagnostiqué tard. Vous allez travailler sur l'accès aux soins, sur la définition des soins, des meilleurs soins, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, sur l'accès aux soins de qualité. Vous allez travailler également sur la recherche fondamentale, la recherche en sciences humaines et sociales, pour savoir ce que veulent les malades, etc. Vous devez travailler dans tous les sujets en même temps. Où en étions-nous de l'ensemble de ces sujets en 2002? Eh bien, c'est simple. Sur la prévention, la France avait le plus fort taux de tabagisme de tous les pays européens, notamment chez les jeunes, avec plus de 30% en 2002. Plus fort taux de tabagisme. Nous avions, naturellement, c'est l'époque où on lance ce qu'on appelle le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Personne ne mange des fruits et légumes, tout le monde fume, je simplifie, mais c'est à peu près l'image. Donc en matière de prévention, franchement, il y a un accès libre au traitement hormonal substitutif de la ménopause, dont on a découvert plus tard qu'il augmentait le risque de cancer du sein chez la femme après la ménopause. Donc il n'y avait pas de véritable lutte en matière de lutte contre le cancer sur les facteurs de risque. Sur le dépistage, il n'y avait pas de dépistage organisé en France, mais comme l'accès était libre aux mammographies, on pouvait se donner le sentiment que n'importe quelle femme pouvait faire une mammographie, comme il y avait beaucoup de gynécologues, et que quand ils prescrivaient soit la pilule, soit le traitement hormonal substitutif, ils préconisaient aussi une mammographie, et donc ça semblait correct. Sur le diagnostic précoce, c'est simple, on a fait une enquête à cette époque-là, où on a pris 2 acteurs, un homme et une femme,
La femme, on lui a fait jouer le rôle d'une jeune femme qui a un cancer du sein, qui est en visite chez sa tante en province, ou à Paris, enfin, puisqu'on a pris toutes les villes, et qui est soignée pour un cancer dans une autre ville, donc, et qui, depuis 48 heures, a une terrible douleur dans le bas du dos avec une sciatique. Et quand elle a appelé son cancérologue, mettons à Paris, si elle est à Toulouse, le type lui a dit d'aller faire un IRM du rachis, du bas des vertèbres, pour voir s'il n'y a pas une métastase dans les vertèbres. Et donc on a pioché au hasard 100 services de radiologie privés et publics, hein, et cette bonne femme a joué son rôle, elle a téléphoné. Et le délai moyen s'est révélé être de 41 jours pour une demande en urgence, pour une suspicion d'une rechute d'un cancer. Moyenne 41 jours, 5% n'ont jamais obtenu de résultat, de rendez-vous, et les rendez-vous s'échelonnaient entre 3 jours et 180 jours, pour les 95% à peu près qui ont réussi à donner un rendez-vous. Ensuite, on a fait jouer à l'homme comédien le rôle d'un homme plus de 50 ans, fumeur, gros fumeur, qui vient de cracher du sang à plusieurs reprises en toussant et qui a vu son médecin généraliste qui lui a dit de faire un scanner des poumons pour voir s'il n'y a pas un cancer des poumons. Et le délai moyen pour un scanner en 2002 en France, c'était 39 jours, avec pareil, 3 à 180 jours de délai, toujours à peu près 3 à 5% qui ne donnent pas de rendez-vous, il n'y a pas de place possible. Donc, on ne peut plus parler de diagnostic précoce quand juste l'examen nécessaire met déjà près de 40 jours pour être pratiqué. Ensuite, si vous regardez les soins, bien sûr, tout le monde ne peut pas être soigné de la même manière, et bien sûr qu'il y a de meilleurs centres que d'autres, et probablement de meilleures équipes que d'autres. Mais quand même, on peut estimer que dans un pays développé qui dépense autant d'argent pour les soins, on peut espérer quand même qu'il existe une qualité minimale dont n'importe lequel de nos concitoyens peut être garanti d'accès ou qu'il aille se faire soigner. Et quand on regarde les discrépancies, ce qui veut dire les différences de mortalité par cancer en fonction de l'endroit où on vit en France, le taux de mortalité en France en 2002, il variait de 1 à 6. C'est-à-dire que là où il y a certains endroits où vous aviez 6 fois plus de chances de mourir du même cancer que dans un autre endroit du même pays. Alors pour un pays qui a marqué égalité sur les frontons de tous ses bâtiments publics, c'est un peu complexe. Ce d'autant que la moyenne européenne, c'est de 1 à 3,5. Et nous, égalité, nous étions à 1 à 6. Ça, c'est pour les soins. Pour l'accès aux médicaments innovants, vous savez que la révolution des nouveaux médicaments, dont on parle beaucoup dans les médias, c'est 2000 à peu près, mais ces nouveaux médicaments extraordinaires coûtent beaucoup plus cher que les plus vieux. Et donc, à cette époque-là, le problème s'est posé de comment donner accès à ces médicaments chers, plus chers que les précédents, à tous les malades qui en ont besoin. Surtout dans le système où, en 2002, je vous rappelle que la France dispose d'un système dans lequel les hôpitaux publics ont un budget global. C'est-à-dire qu'on leur donne en début d'année une dotation budgétaire et ils se débrouillent avec. Or, quand vous avez de plus en plus de malades cancéreux, puisque le taux double tous les 20 ans, que vous avez des malades qui, grâce à l'efficacité des traitements, vont vivre beaucoup plus longtemps avec leur cancer, mais sous traitement, et que vous avez des médicaments anticancéreux qui passent de, mettons, 500 € la séance de chimio à 3000 € la séance de chimio, votre budget global, il tient plus. Alors la France avait cette particularité que tous les médicaments, pour toutes les maladies, étant de budget global, qui lui n'augmentait que de l'inflation, à peu près, sauf les médicaments du sida. Parce que le sida, c'est une maladie particulière. Et donc là, ils avaient le choix, ils pouvaient dépenser autant d'argent qu'ils voulaient, les trithérapies, les antirétroviraux, pas de problème, l'État paye en dehors du budget global. Mais le cancer, c'est dans le budget global. Et donc nous avions des témoignages de cancérologues, puisque vous avez dit que j'ai beaucoup organisé la cancérologie française, de malades aussi, puisqu'on est un centre de référence, les malades viennent de partout se faire soigner chez nous. Donc on avait des témoignages de gens qui, à partir du mois de septembre, n'avaient plus d'argent et se voyaient refuser des traitements. Soit pour un médecin par sa direction, soit pour un malade par l'équipe qui le soignait. Et donc, comment peut-on faire pour être sûr? Bien sûr que moi, dans mon service, il est peu probable que mon directeur va me refuser un médicament. Si ça arrive, 3 jours plus tard, je suis au journal télévisé, donc ça ne va pas le faire. Mais dans un petit cancérologue, dans une petite ville, bien sûr que le directeur va lui dire non, j'ai plus d'argent. Donc comment faire pour éviter ça? C'était une question. Voilà où en était la France en 2002. Pour la recherche, très intéressant. Pour la recherche, il y avait inscrit au ministère de la Recherche 4000 chercheurs qui étaient marqués recherche sur le cancer, soit à l'INSERM, soit au CNRS, soit à l'université, soit à l'hôpital, soit à l'INRA, soit à l'INRIA, enfin tous les organismes français. Et ces 4000 chercheurs étaient répartis dans environ 1000 unités de recherche. Ce qui veut dire que la taille moyenne d'une unité de recherche sur le cancer en 2002 en France, c'était 4 chercheurs. Comment pouvez-vous imaginer 2 choses? 1,
que les budgets de ces grands organismes qu'on appelle le PST, l'UICERM, le CNRS, vont permettre de financer l'achat de ces grosses machines qui font du séquençage des gènes pour trouver quel est le traitement le plus adapté, etc., pour 1000 unités. C'est impossible. Deuxièmement, comment pouvez-vous imaginer qu'une équipe de 15 chercheurs va pouvoir entrer dans une véritable compétition avec les grands campus de recherche américains où il y a des centaines, voire des milliers de chercheurs dans un même campus? Donc la bagarre est perdue. Nous sommes obligés de perdre dans la concurrence, dans la compétition face à ces gens-là. Alors, ce n'est pas uniquement pour l'orgueil national que c'est important de ne pas perdre. C'est que quand une découverte n'est pas faite en France et que les brevets que cette découverte permet de prendre n'appartiennent pas à la France, demain, les Français vont payer des royalties à ces pays étrangers, à ces laboratoires étrangers, à ces équipes étrangères pour avoir accès aux soins. Parce que le médicament, lui, qui sort, eh bien, il va devoir être donné à des malades de tous les pays, y compris des malades français. Or, si c'est là une découverte française, ben c'est vrai qu'on va payer, mais l'État français va récupérer quelque chose, la société française va récupérer quelque chose. Mais si, par contre, la France n'est plus qu'un centre de coûts, de dépenses, mais que le centre de ressources, lui, il est en Angleterre, en Italie ou en Allemagne, ben c'est pas très bon pour notre économie. Donc voilà, même la recherche, c'était une catastrophe. Eh bien, on a changé cette situation. Et d'ailleurs, depuis Sarkozy, puis Hollande récemment, il va l'annoncer dans quelques jours, chacun a lancé ses plans cancer. Mais enfin, la réalité, et ça a été dit par la Cour des comptes, c'est que le premier plan était tellement énorme qu'il ne reste plus grand-chose à faire, même si, bien sûr, notre devoir est encore aujourd'hui de nous concentrer dans nos échecs, et ils existent. J'ai parlé de ces 11 000 femmes qui meurent chaque année, et c'est elles qui nous intéressent plus que les 85% qui guérissent, bien sûr. Mais en termes d'organisation des soins, on a fait quand même l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Sur la prévention, et ce que je vous dis est vrai aujourd'hui, bien sûr, hein, les mesures que nous avons prises en 2005-2006 continuent d'être pérennes. Et dans ces 2 années-là, nous avons, par exemple, sur la prévention, on va commencer par ça, augmenté le prix du paquet de cigarettes en 2 ans de 3 à 5 euros, le prix du paquet de 20 cigarettes blondes. C'est énorme. Jamais dans l'histoire de la France, on a aussi vite augmenté. Et on savait qu'il fallait des augmentations énormes pour provoquer déclencher une véritable tentation de sevrage, notamment chez les jeunes, parce que passer de 3 à 5 euros en 1 an et demi, pour le jeune, ça impute vraiment son budget. Et donc, on a eu 180 000 fumeurs en moins grâce à cette mesure. Les fabricants ont alors fabriqué des paquets de 19 puis de 18 cigarettes. On a fait passer une loi interdisant la vente en France de paquets de moins 20 cigarettes. Une loi interdisant la vente des cigarettes aux moins de 16 ans. Et puis enfin, la loi que nous avons écrite pour interdire le tabagisme dans les lieux publics. Nous avons également travaillé sur l'alimentation en soutenant le PNNS qui n'avait pas de budget. Nous avons travaillé sur le soleil avec des campagnes sur la première fois qu'on a vu en France des campagnes pour expliquer aux mamans qu'il ne fallait pas qu'elles mettent leurs enfants brutalement au soleil pendant les vacances. C'est nous qui l'avons fait pour sensibiliser sur le risque de mélanome malin qui est ce cancer de la peau très redoutable. Donc on a travaillé sur ça pour la première fois avec des vraies mesures, des vraies lois. Sur le dépistage, je vous ai dit en France, il y avait, quand j'ai commencé, il y avait à peu près 16 départements qui avaient un dépistage plus ou moins organisé. Ça représentait moins de 15% des femmes françaises qui allaient vraiment faire un dépistage du cancer du sein. À la fin des mesures que nous avons prises, aujourd'hui, tous les départements français participent au dépistage organisé national du cancer du sein, qui est une organisation dans laquelle les femmes de 49 à 74 ans reçoivent tous les 2 ans une invitation pour aller faire une mammographie dans le cadre du dépistage. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça apporte d'aller le faire dans le cadre du dépistage par rapport à aller le faire chez son radiologue du coin ? D'abord, c'est le même radiologue, parce que nous avons accrédité plus de 90% des cabinets français de radiologie après avoir été vérifiés, 1, leurs compétences pour détecter des petites tumeurs, et 2, la qualité de leurs machines, pour pas que les seins soient irradiés avec des machines anciennes qui donneraient trop de rayons X. Et donc, c'est le même radiologue. La différence, c'est que si vous faites une mammographie chez un radiologue en dehors du dépistage, il n'y a que ce radiologue qui va la lire. Si vous le faites dans le cadre du dépistage, chez le même radiologue, ce radiologue va avoir l'obligation d'envoyer le cliché qu'il a interprété en disant c'est normal à un autre radiologue plus performant que lui. C'est-à-dire que pour être autorisé, il faut faire, je crois, quelques centaines de mammographies chaque année. Mais pour être en deuxième lecture, il faut faire plus de 1500 mammographies par an. Donc on a affaire là à des gens qui en font beaucoup et qui vont revérifier la mammographie pour être sûr qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des faux négatifs. C'est-à-dire une femme à qui on dit « écoutez, voilà, vous n'avez rien » et qui malheureusement avait sur la mammographie une tumeur. Alors vous allez dire « mais dans un pays comme la France quand même, est-ce que ça sert à quelque chose la deuxième lecture ?» Écoutez, c'est simple, la deuxième lecture a corrigé 8% des cancers dépistés en France.
Ça veut dire qu'il y avait presque une femme sur 10, disons une femme sur 12, qui faisait une mammo à qui on disait il n'y avait rien. Et quand on faisait revoir la mammo, là, on disait il y avait un petit cancer du sein. Alors naturellement, c'est critiqué parce qu'on dit oui, ça fait du surdiagnostic et des pauvres femmes à qui on dit vous avez peut-être un cancer, on fait une biopsie. Finalement, elles n'ont rien, on les a angoissées beaucoup. Ça, c'est pas de la médecine, c'est de la politique. Est-ce qu'on préfère embêter quelques femmes pour rien, à leur faire une biopsie pour rien, ou est-ce qu'on préfère ne pas faire de dépistage et prendre le risque que ces femmes qu'on aurait pu dépister se voient diagnostiquer et non plus dépister? La différence, diagnostic, il y a un symptôme, il y a une boule, il y a quelque chose. Dépister, il n'y a rien. Si quelqu'un, on l'invite, venez, si vous passez par là, faites une mammo. Et si on préfère attendre que ces femmes aient un véritable symptôme et accès finalement à un diagnostic, malheureusement, beaucoup plus tardif. De la même manière, on a mis en place le dépistage du cancer du côlon. Hommes et femmes, 49 à 74 ans, ils reçoivent un hémoculte, une invitation pour faire un test pour chercher du sang dans les selles. Ce test est renvoyé au généraliste par une enveloppe préimprimée. Et si le généraliste voit qu'il y a du sang dans les selles, il dit au malade d'aller faire une coloscopie. Et donc ça s'est mis en place aujourd'hui, on a un taux de participation important. On a fait en sorte que les dermatologues fassent une journée nationale de dépistage du mélanome malin avec accès gratuit à leur cabinet en mai tous les ans. Et naturellement, on a continué le dépistage du cancer du col de l'utérus avec le frottis. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons 2 dépistages de 2 grands cancers. Je vous rappelle que le sein et le côlon, c'est le 1 et le 2 chez la femme. Et le côlon, c'est le 3 chez l'homme, après la prostate et le poumon. Donc 2 grands cancers qui sont dépistés en France gratuitement dans un système organisé de vérification, d'évaluation des résultats, de l'utilité publique, etc. Ça, c'était donc, on a fait prévention, on a fait dépistage. Diagnostic précoce, il manquait des machines en France pour faire du diagnostic rapide, délai d'attente inacceptable. On a donné environ 180 autorisations d'installation d'IRM et 180 autorisations d'installation de scanner. On a donc vraiment boosté le parc d'imagerie français. Et dans le prochain plan qu'annonce Hollande, on va encore de nouveau autoriser des installations de machines, puisque malheureusement, vu que le nombre de cancers double tous les 20 ans, il a déjà bien augmenté par rapport à 2002. Et même si on avait amélioré à 15 jours de délai moyen, on est repassé pratiquement à 30 jours de délai moyen. Donc là, on peut faire mieux. Maintenant, les soins. Alors les soins... Qu'est-ce que c'était jusqu'à 2004 que je fasse ces choses-là? N'importe quel malade se voyait traité dans une clinique, dans un hôpital, et il y avait un médecin en face de lui qui lui disait « Voilà ce qu'il faut faire. Je vais vous enlever la tumeur et les ganglions sous le bras pour un cancer du sein, je vais vous enlever la prostate, puis on va faire des rayons, vous n'avez pas besoin de chimio, vous avez besoin de chimio, enfin, etc. » Or, si on avait une mortalité qui allait de 1 à 6, c'est que finalement, on ne pouvait pas garantir vraiment à nos concitoyens que ce médecin qui allait décider de leur vie, de leur destin, avait toujours systématiquement, quel que soit l'endroit dans le territoire français, la même qualité et la même perspicacité dans ses choix face au cancer. Et donc, on a décidé de faire un certain nombre d'actions. La première action, ça a été de regarder pour chaque hôpital, privé ou public français, clinique privée, un hôpital public, CHU, n'importe quoi, pour chaque type de cancer, le sein, le côlon, le poumon, la prostate, etc., combien chacun de ces hôpitaux traitait de cas dans l'année. Et on a fixé, on sait qu'en médecine, c'est un art la médecine, c'est pas une science, et plus vous faites de quelque chose, plus quelque part vous allez être amené à le faire mieux. Non seulement parce que votre dextérité pour le faire, que ce soit une dextérité manuelle ou une dextérité intellectuelle, va s'améliorer, mais aussi parce que si vous faites beaucoup de ça, en l'occurrence le cancer de votre spécialité, le cancer du côlon pour un chirurgien digestif ou un gastroentérologue, plus vous en faites, plus cette clientèle-là devient importante pour vous. Et donc plus vous allez suivre les dernières évolutions, les dernières connaissances, plus vous allez être au top de l'actualité dans cette spécialité pour cette maladie-là. Car imaginez que vous êtes pneumologue, bien sûr que vous avez des cancers du poumon, mais si vous avez de l'asthme, de la bronchite chronique, de l'allergie, de, je ne sais pas, plein d'autres maladies, comment vous tenir à jour de toutes ces maladies? Mais vous allez vous tenir surtout à jour des 1-2 maladies qui sont très importantes en termes de clientèle pour vous. Et donc c'est important d'avoir ces seuils minimaux pour donner, pour la première fois en France, des autorisations de traiter certaines maladies. Le dogme qui prévalait jusqu'en 2004, qui était que n'importe quel médecin, dans n'importe quelle structure médicale, privée ou publique, pouvait traiter toutes les maladies, est tombé. À partir des décrets que nous avons pris en 2005, il fallait que chaque établissement demande une autorisation pour traiter tel ou tel ou tel cancer, et en fonction des données qu'il allait apporter au ministère de la Santé, serait ou pas autorisé. Alors, je me rappelle, c'est ce qui m'a valu des lettres anonymes, enfin, etc., parce que naturellement, les intérêts financiers
était très important dans cette situation. Mais j'ai été obligé d'aller m'expliquer sur cette décision à peu près dans toutes les régions françaises. Et je me rappelle la dernière région que j'ai fait, que je ne citerai pas, j'avais naturellement le préfet, le président du Conseil de l'Ordre, le doyen, tout ce que vous voulez, et autour de la table. Et quand je leur ai dit, voilà, je leur ai expliqué que nous allions dorénavant donner des autorisations, alors on m'a dit, mais c'est inacceptable, etc. Et j'ai montré une première diapositive concernant les tumeurs du cerveau, ce qu'on appelle les tumeurs cérébrales. Maladie particulièrement grave. Et je leur ai dit, voilà, 2004, dans votre région, il y a eu 162 tumeurs cérébrales opérées par des neurochirurgiens. Ces 162 tumeurs cérébrales ont été opérées dans 6 établissements, privés, publics. Sur ces 6 établissements, il y en a un qui, pour toute l'année 2004, n'a opéré qu'un seul malade atteint de tumeur cérébrale. Je leur ai dit, pensez-vous que ce malade a eu les mêmes chances que les 161 autres opérés dans les 5 autres établissements? Et à l'évidence, non. À ce moment-là, il m'a dit, oui, mais les tumeurs cérébrales, c'est très rare, donc ça peut s'expliquer. Très bien, diapo suivante, c'était les cancers du côlon. Cancer du côlon, cette année-là, en 2004, l'année de référence, dans cette région-là de France, il y a eu 1721 cas opérés de cancer du côlon, de l'intestin, opérés dans 27 établissements. Sur les 27 établissements, il y en avait 6 qui, pour toute l'année 2004, pour l'ensemble des chirurgiens de l'établissement, parce que dans la plupart des établissements, il n'y a pas un seul chirurgien, il y en avait 6 qui n'en avaient opéré pour toute l'année 2004 qu'un seul patient. Donc 1721, ça fait 1715 dans 21 établissements et 6 qui individuellement ont été traités chacun dans un établissement. Pensez-vous que ce malade, quand il est allé frapper à la porte de l'établissement, qu'on lui a présenté un chirurgien ou un cancérologue, qu'importe, on lui a dit, monsieur, quelle chance, vous êtes le malade de l'année, ça va me faire la main, ça va me changer un peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais bon. Non, le malade ne le sait pas. Et donc, nous avons mis fin à ça. Parallèlement, donc nous avons concentré les cas, nous avons vérifié naturellement que en donnant l'autorisation qu'à certains établissements, nous n'allions pas gâcher les chances de tous les citoyens français. Et nous avons calculé pour les grands cancers, comme le sein, la distance maximale que devrait parcourir une femme située le plus loin d'un centre autorisé pour se faire traiter son cancer du sein. Et c'était 40 et quelques kilomètres, ce qui, avec le réseau routier français, peut être estimé comme une distance raisonnable. Ensuite, nous avons libéré l'accès aux médicaments anticancéreux. C'est-à-dire que, comme pour le sida, nous avons obtenu un décret qui a sorti les médicaments anticancéreux du budget global. D'ailleurs, le budget global, entre-temps, a disparu. Alors, ça a une conséquence énorme. C'est qu'en 2003, avant la mise en œuvre de ce décret, nous avions dépensé en France 230 millions d'euros pour les médicaments anticancéreux innovants et qu'en 2010, nous étions à 1,2 milliard. Alors, on peut voir ça de deux manières. Soit c'est le progrès médical, plus de malades qui vivent plus longtemps, qui ont besoin de ces médicaments chers, nouveaux médicaments de plus en plus chers. On peut regarder aussi le fait que probablement, sur 230 millions, il y avait des tas de malades qui n'avaient pas accès aux bons médicaments parce que le cancérologue, comme l'hôpital, se restreignait dans les dépenses. Et finalement, on a probablement gâché un certain nombre de chances à un certain nombre de malades. Voilà, je ne vais pas rentrer en trop de détails. Je vais finir avec la recherche. La recherche, donc 1000 établissements, 4 chercheurs en moyenne, qui appartiennent soit à l'INSERM, soit au CNRS, soit aux universités, soit aux hôpitaux, soit aux autres organismes nationaux. C'est inacceptable. Enfin, c'est pas de la bonne recherche. Et puis, les nouvelles recherches en matière de cancer qui touchent à la biologie moléculaire, c'est-à-dire dans une intimité très forte avec le génome, avec les chromosomes, avec les gènes, ça nécessite l'utilisation de plateformes avec des machines capables de séquencer le génome de ces cellules tumorales, et ça coûte très cher. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons obligé les unités de recherche, quelle que soit leur origine, leur appartenance, à se regrouper dans 7 cancéropoles françaises. C'est-à-dire que vous avez tout le nord, tout l'est, tout l'ouest, tout le PACA, etc., tout le sud-ouest, toute la région parisienne, qui dorénavant se coordonnent leurs forces en matière de recherche, quelle que soit l'origine des unités, se choisissent des thématiques 5 dans lesquelles elles ont un rôle à jouer au niveau international dans une grande compétition, et là vont être soutenues financièrement massivement, mais pour ces 5 thématiques, à condition qu'ils travaillent ensemble avec un conseil scientifique, etc., et une évaluation des résultats. Et nous avons comme ça lancé, à l'époque, la France dépensait environ 3 $ par tête d'habitant et par an pour la recherche sur le cancer. À la même époque, les États-Unis dépensaient 14 $. Bien, le budget de l'Institut national du cancer pour soutenir la recherche de ces 7 cancéropoles correspondait à un 4e $ par tête d'habitant. Alors, il n'est toujours qu'à 4 par rapport à 14,
Mais de 3, on est passé à 4, ce qui veut dire une augmentation de 33% du budget en un coup, ce qui a quand même donné un peu d'oxygène à nos unités de recherche. Mais la condition, c'est travailler ensemble, coordonner vos efforts, arrêter de travailler sur plein de sujets où vous êtes à l'évidence pas compétitif. Ça sert à rien qu'il y ait 18 unités qui bossent sur un truc sans intérêt. Voilà, faites un conseil scientifique avec obligatoirement avec des experts internationaux qui évaluent la qualité du travail que vous faites sur les thématiques où vous vous sentez leader. Choisissez en 5 où réellement vous avez un rôle à jouer dans la compétition mondiale et où les euros investis venant de mes impôts, de vos impôts, ont réellement peuvent avoir un impact sur les découvertes et donc sur l'amélioration des soins et du destin de tous ces malades. Et là, nous avons du coup financé ces cancéropoles avec beaucoup d'argent. Nous avons également, et c'est une des choses dont je suis le plus fier, créé un comité des malades en France et des usagers du système de santé pour que ces gens-là nous disent en permanence si les orientations et les mesures que nous envisagions de prendre étaient justifiées, étaient cohérentes, étaient pertinentes par rapport à leur traversée du combat du cancer, à leur vécu du combat du cancer. Et rien n'a été fait sans leur avis, leur accord, leur soutien. C'est la première fois qu'on a travaillé avec l'ensemble des acteurs, depuis les chercheurs jusqu'aux administrations et jusqu'aux malades, pour qu'ensemble, on essaye de créer cette alliance qui seule sera à la mesure des enjeux du cancer, cette maladie dont j'ai parlé au début et qui est si terrible et qui tue encore tellement de gens tous les jours. Donc voilà où en est le cancer en France pour répondre, et je finis avec ça, pour répondre à la question, la France, le cancer, où en est-on en France aujourd'hui? On a rattrapé notre retard. On n'est plus le 8e ou 9e, on est probablement le 4e. Alors vous allez dire pourquoi pas plus? Parce que pour faire plus, il faut investir plus d'argent, il faut être encore plus coercitif pour les États comme les États européens, plus lié orienté vers la prise de brevets et la valorisation industrielle et le capitalisme comme ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, quand un chercheur découvre quelque chose, il crée généralement une start-up derrière, il trouve des anges, comment dit-on, du capitalisme, du site capital qui va les aider à créer leur micro-entreprise, leur mini-start-up. Et à partir de là, ils vont avoir les moyens d'aller du projet, de l'idée au projet et du projet au produit, en tout cas pilote. Et ensuite, ils vont certainement trouver, la plupart du temps, des investisseurs pour aller plus loin et créer un véritable médicament, un outil thérapeutique. En France, nous n'avons pas de ça. Ça n'existe pratiquement pas. Ni l'argent de l'État, ni l'argent des particuliers ou des fonds ne sont investis. Il n'y a pas donc... Et les chercheurs, j'ai été administrateur de l'INSERM pendant 7 ans ou 6 ans, il est clair que l'idée que nous avons essayé à cette époque-là de faire passer, avec les gouvernements Raffarin et Villepin, d'inciter à la valorisation, d'inciter à la prise de brevets, n'a pas reçu les échos que nous étions en droit d'attendre de la part des syndicats de chercheurs. La France revendique le fait qu'elle a une recherche d'État, grâce aux EPST, que cette recherche d'État, son rôle n'est pas tant de faire de la recherche appliquée, donc trouver comment se servir de cette découverte pour soigner quelqu'un, que de faire plutôt ce qu'on appelle la recherche cognitive, c'est-à-dire comprendre les mécanismes, etc. Et puis après, c'est les États-Unis ou l'Angleterre qui, grâce à ce qu'on a découvert sur les mécanismes, vont ensuite créer un produit. Le fait est que moi, je soigne des malades. Vous m'avez demandé comment je fais. Je fais d'abord le soin aux malades et après, je peux faire tout le reste. Et même quand j'ai fait le plan cancer, j'ai continué de voir l'intégralité de malades. Il n'y en a pas eu un en moins pendant toutes ces années. Mais c'est pour ça aussi que j'avais prévenu le président que je ne tiendrais pas physiquement plus de quelques années et qu'en 2006, j'ai souhaité, à l'été 2006, retourner gérer mon service et ne faire plus que ça. Mais voilà. Ces malades, eux, ils n'attendent pas que de la recherche cognitive, ils attendent aussi qu'on leur trouve des outils pour se soigner. Et malheureusement, aujourd'hui, pratiquement plus d'outils, et c'est pour ça que nous sommes dans cette 4e position, ne viennent de notre pays. Nous sommes toujours très bons en matière de soins, grâce à l'universalité d'accès, grâce aux budgets qui, pour l'instant, ne sont pas trop limités, bien que ça commence à se poindre, parce que le déficit de la sécurité sociale, vous en avez tous entendu parler. Et donc, je vais finir juste avec une petite, à la fois une anecdote, une histoire, et en même temps, pour vous dire combien je pense que le cancer n'est pas vu comme il devrait être vu. Il est vu d'abord et avant tout comme un centre de coûts. Il est en fait beaucoup un centre de ressources.
Bien sûr qu'à partir du moment où j'étais responsable de ce plan et où vous avez vu tout ce que nous avons fait, des choses lourdes, des choses difficiles, des choses qui nous créaient des tensions très fortes avec le tissu des professionnels français, bien même si nous avions les patients avec nous, grâce à ces comités de patients, c'était quand même pas facile. Et il était très clair à un moment donné que j'ai dû faire une chose sur laquelle je n'étais absolument pas préparé, c'est aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, défendre les projets de mesures que nous avions auprès de nos représentants. Alors, vous ne pouvez pas faire pleurer un député ou un sénateur en lui disant « Regardez, tous ces morts, etc. » Ce qui compte, c'est l'organisation, c'est les institutions et c'est quelque part l'économie. Donc, en prévision de ces audiences, de ces auditions, j'ai créé le Comité économique du cancer, le CEC, qui regroupait à peu près les 20 plus grands économistes de la santé français, quel que soit leur bord et leur idéologie. Et on leur a demandé comme mission, vous avez 1 an et demi pour nous trouver combien coûte le cancer en France. L'année de référence a été 2004. Je ne vais pas revenir sur la méthodologie qu'ils ont utilisée, elle est très complexe, mais elle est considérée dans le monde entier, et ces données que j'ai publiées aux États-Unis, maintenant on me demande un peu partout d'aller les expliciter, ces données sont considérées comme valables par le milieu à la fois des économistes dans le monde entier et des cancérologues. Donc à la question combien coûte le cancer, je vais vous faire simple. On a regardé premièrement les coûts directs. Les coûts directs, c'est quoi? C'est les médicaments, c'est les consultations, c'est les hospitalisations, c'est les séances de chimio, de rayons, les opérations, le bloc opératoire, la salle de réveil, les ambulances, les infirmières, les généralistes, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est le coût direct, plus le coût direct, le coût des dépistages, le coût des campagnes de prévention, l'INVS, l'INPES, etc. C'est également le financement de la recherche en France. Tout ça, c'est un coût direct, c'est-à-dire que quelque part, l'État paye pour ça. Et je vous rappelle qu'en 2004, le budget global de l'assurance maladie voté par le Parlement, ce qu'on appelle l'ONDAM, était de 140 milliards d'euros. Sur les 140 milliards d'euros, le coût direct du cancer était d'environ 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous étions à peu près à 7% des dépenses de santé. Alors, ça peut paraître inacceptable, et ça l'est, parce que le cancer, c'est 33% des morts. Comment se fait-il que pour 33%, pour lutter contre ce qui tue 33% des gens, vous ne consacriez que 7% des dépenses de santé? Deuxièmement, et c'est plus intéressant encore, ils ont regardé le coût indirect du cancer. Qu'est-ce que c'est le coût indirect? C'est le coût, finalement, une fois déduit le coût direct, de ce que ne dépenserait pas une société comme la France s'il n'y avait pas le cancer. Il y a le cancer, ça implique un coût. Il n'y a pas le cancer, ce coût est en moins. Alors, il y a le coût direct et il y a le coût indirect. Le coût indirect, c'est la mortalité prématurée. Car quand vous mourrez, même si vous mourrez, alors elle est considérée jusqu'à 65 ans, ça c'est facile, mais ensuite elle est considérée au-delà de 65 ans, jusqu'à l'espérance moyenne de survie dans notre pays pour les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que même si vous êtes à la retraite et que vous avez 80 ans, si vous faites du babysitting de vos petits-enfants, ça a une valeur économique, parce que si vous étiez mort, votre fils ou votre fille, pour garder le petit, ils auraient pris une babysitter. Et la babysitter, ils auraient dû la payer. Donc on considère, si vous êtes mort, vous ne prenez plus de billets d'avion, vous n'allez plus au restaurant, etc. Donc on peut considérer, jusqu'à 65, puis jusqu'à l'espérance de vie moyenne, le coût d'avoir soustrait ces individus français de la nation française parce qu'ils sont morts par le cancer. Ensuite, on regarde aussi le coût économique de tous ces arrêts de travail, des gens qui dans les entreprises ne viennent pas un matin parce qu'ils sont malades, et le coût de friction qui est le coût de la réorganisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez 3 secrétaires dans votre département, il y en a une qui ne vient pas, les 2 autres vont bien falloir qu'elles fassent le boulot. Mais ça perturbe l'économie du département et ça a un coût, ça se calcule. Si vous considérez ça, je vous ai dit le coût direct 2004, c'est 10 milliards, le coût indirect, pour ce que je viens de vous dire, c'est 17 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher de ne pas arriver à guérir un malade du cancer et donc de le laisser mourir que de dépenser de l'argent pour essayer de le traiter et de le guérir. Ce qui coûte le plus cher dans le cancer, c'est quand ça ne marche pas et que le malade meurt. Donc investir pour ne pas qu'il meure, c'est en réalité extrêmement rentable. Même si vous n'êtes pas sur le plan de l'éthique, vous pouvez l'être sur le plan de l'économie. Et donc je suis allé avec ces données, m'expliquer à plusieurs reprises devant les commissions des finances, etc. Et c'est grâce justement avec ces données qu'on a pu avoir le feu vert pour aller au bout de nos 71 mesures, de nos projets de réforme du système de prise en charge du cancer en France. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, moi j'ai été heureux de le faire, même si c'était lourd, mais tout le monde est relativement fier en France de l'évolution qu'on a connue depuis 2002. Et vraiment aujourd'hui, le modèle
de lutte coordonnée à partir d'un institut qui finance tout le monde en fonction de l'évaluation des résultats et des perspectives, qui vérifie les autorisations pour chaque établissement, qui vérifie les bonnes pratiques qui sont faites ici et là, etc., mais qui incite à l'innovation, qui incite à la coordination, etc. Ça, c'est considéré dans le monde entier comme un modèle, et aujourd'hui, des tas d'États dans le monde se servent de ces mesures de notre plan cancer pour faire la même chose chez eux, pour qu'eux aussi, un jour, si un de leurs cancérologues vient dans un colloque comme celui-là et qu'on lui demande le cancer, où en est-on dans notre pays, ils puissent dire justement que grâce à un certain nombre de mesures, les choses se sont améliorées. Merci. Merci beaucoup. Formidable. Vous avez un verre? Oui, ça va. Alors, on a parlé depuis 2002, ou un petit peu avant, de la recherche, de tout ce qui a été fait pour ça, des subventions qui ont été données pour ça. Moi, j'ai envie de retourner 30 ans en arrière. Est-ce qu'il y a plus de cancers qui surviennent, qui surgissent? Je ne parle pas, vous voyez, de mortalité il y a 30 ans. Est-ce qu'on en a plus qui arrivent? Bien sûr. Et pourquoi? Le nombre de cancers double tous les 20 ans. C'est une moyenne pour l'ensemble des cancers. Vous avez des cancers qui doublent, qui vont plus vite encore. Le mélanome malin, qui est le cancer le plus grave probablement chez l'homme, qui est un petit grain de beauté qui est cancéreux. Le mélanome malin, lui, il double tous les 10 ans. Et non pas tous les 20 ans. Je donne 2 chiffres. En 1935, avant la guerre, aux États-Unis, il y avait un cas pour 1500 habitants. En l'an 2000, il y avait un cas pour 75 habitants. Donc lui, il va très vite. Le mélanome malin. Ça va encore plus vite, ça double tous les 10 ans. Mais les cancers, globalement, ça double tous les 20 ans. Alors, pourquoi ça double tous les 20 ans? Pour 3 raisons. La première, qui est la plus importante et qui explique à peu près 40% de cette augmentation, c'est le vieillissement de la population. Chaque jour de votre vie, vous devez fabriquer 70 millions de nouvelles cellules qui viennent remplacer les 70 millions qui viennent de mourir. Sinon, vous rapetissez, vous finissez comme... Bon, donc il faut bien remplacer ce qui part. 70 millions de nouvelles cellules chaque jour. Plus il y a de jours dans votre vie, plus il y a de risques qu'un jour vous en fassiez une pas bonne. Deuxième élément qui joue pour peut-être 10-20%, c'est les améliorations de diagnostic. C'est vrai qu'il y a encore des cas où on voit passer des malades, où on m'envoie des malades en disant c'est de la tuberculose, ça fait 2 ans qu'ils sont sous antituberculeux et en fait c'est un cancer. Donc on a amélioré nos techniques de diagnostic et c'est vrai que ça explique une partie de l'augmentation. Et puis le reste de l'augmentation, à peu près 40%, c'est dû à la modification de nos modes de vie, le tabagisme, l'alimentation, les maladies infectieuses, certaines maladies infectieuses. Voilà. Donc il y a un vrai doublement du nombre de cas. En l'an 2000, il y avait 10 millions de nouveaux cas. Il y a eu dans le monde 10 millions de nouveaux cas et 6 500 000 morts. En l'an 2020, 20 ans plus tard, on attend, mais les chiffres évoluent vers ça, on attend 20 millions au lieu de 10 millions, donc 20 ans plus tard, de nouveaux cas, et 10 millions de morts, donc moins de morts. Là où on aurait pu attendre 13 millions, si on avait juste doublé, on sera à 10 millions seulement. Mais 10 millions de morts, c'est énorme. Hein. Il faut quand même, pour que vous compreniez que c'est la première cause de mortalité, très loin devant le reste. En France, 150 000 morts chaque année. L'année dernière, en France, il n'y a pas eu 250 morts par le sida. Et en France, la même année, il y a eu 150 000 morts par le cancer. Pour citer 2 maladies et les comparer. Hein. Encore une fois, le drame, il est le même quand vous perdez quelqu'un du cancer, d'un infarctus ou d'un... Et puis parce que les autres... Pourquoi la population vieillit? Parce que les autres ont été plus efficaces que nous. Ils ont guéri leurs malades, les cardiovasculaires, les cardiologues, et donc si le type n'est pas mort d'un infarctus à 60, il est disponible à 65 pour un cancer. Hein. Alors, si on venait à l'alimentation, parce que vous avez écrit ce livre, c'est passionnant dessus, là, et il donne quand même quelques clés. Hein. Que ne faut-il pas faire? Que faut-il faire? Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de régime anti-cancer, c'est ce que je dis en préambule du livre, parce qu'il ne peut pas y avoir de régime universel. Nous sommes tous différents. C'est ce qui va expliquer que, ce sentiment qu'on a tous finalement, intuitivement, que quand nous mangeons la même chose, pour autant, nous ne digérons pas les choses de la même manière. Et c'est parce que nous n'avons pas le patrimoine génétique le même et donc pas le même patrimoine enzymatique. Si on ne digère pas les mêmes aliments, les aliments de la même manière, eh bien, ça ne va pas provoquer le même effet chez chacun d'entre nous. Deuxièmement, notre alimentation est d'une complexité effroyable, ce qui fait que toutes les expériences faites chez l'animal n'ont aucun intérêt. Un animal de laboratoire, vous lui donnez à manger un truc tous les jours pendant 2 ans, il dit rien, il le mange.
Nous, comment savoir si la viande rouge c'est cancérigène quand, en fait, avant de manger votre steak, vous avez mangé soit du pâté, soit des carottes râpées ou des poireaux vinaigrettes. Après, vous avez mangé avec du pain ou pas de pain, vous avez mis du sel ou pas de sel, du poivre ou pas de poivre, de la crème ou pas de crème, vous avez pris des frites avec ou des haricots verts, vous avez bu du vin ou de l'eau, vous avez pris un camembert ou pas après, vous avez pris une tarte ou un fruit. Enfin, tout ça fait que comment trouver ce que fait la viande au milieu de tout ça? Donc, tout ça est d'une complexité extrême. Il n'y a pas de régime universel. Il y a des règles de base, des règles d'or, c'est suivre les saisons. Ça vous oblige à de la variété. Et l'intérêt de la variété, c'est que si dans votre alimentation il y a quelque chose de pas bon, ben vous n'allez pas le manger toute l'année. Deuxièmement, c'est manger des recettes qui ont prouvé leur qualité par le fait que les pays ou les peuples qui les ont mangés pendant des centaines d'années ont pu se développer en mangeant ça. On connaît des peuples qui ont disparu de la surface de la Terre parce qu'ils mangeaient n'était pas bon. À l'inverse, si un pays, un peuple, une tribu a mangé pendant des siècles un plat quelconque et que ce faisant, elle a pu se développer économiquement, socialement, etc., c'est que ce qu'elle mangeait n'était pas mauvais. Donc il vaut mieux croire à un plat qui a de l'histoire, car ce qu'on appelle la westernisation de l'alimentation, c'est-à-dire l'influence américaine sur un pays qui n'a que même pas 100 ans d'histoire de sa gastronomie, et qui nous incite à manger trop gras, trop salé, trop souvent, sans repas structurés, etc. Et donc, voilà, avec des portions trop grosses, etc. Donc voilà, deuxième élément, c'est préférer ça. Troisième, faites de l'exercice physique, ne fumez pas. Et puis après, on découvre, dans ce livre, je donne toutes les clés pour certains produits qui sont bons chez certains individus. Car par exemple, la vitamine E, c'est très mauvais chez l'homme, ça augmente le risque de cancer de la prostate, c'est prouvé. Il y a une très belle étude américaine qui s'appelle SELECT, 30 000 volontaires répartis en 4 groupes, et l'étude a été arrêtée prématurément parce que le groupe qui prenait de la vitamine E, il y avait plus de cancer de prostate. La vitamine A et ses dérivés, c'est très mauvais chez les fumeurs. Il y a 4 études magnifiques dans le monde où on a donné de la vitamine A ou du placebo, c'est-à-dire un comprimé avec rien, chez des gros fumeurs. Et en fait, le groupe qui prenait la vitamine A a eu 4 fois plus de cancer du poumon. Voilà, il y a des choses qui... Les oméga 3 sont très mauvais chez l'homme. Il y a 2 très belles études qui sont sorties récemment qui montrent que ça augmente le risque de cancer de la prostate. Donc voilà, pour certains cancers, pour certains sexes, pour certains types d'individus, il y a certains produits. Là, le jus de grenade, c'est probablement très très bon pour la prévention du cancer de prostate. Il y a 2 très belles études chez l'homme qui l'ont montré. Mais voilà, je viens de vous donner 3-4 éléments. Il y en a quelques autres dans le livre. Mais à ceux qui viennent et qui publient dans un magazine, le plus souvent féminin, que ça y est, on a trouvé le truc et que ça va guérir tout le monde, il faut arrêter, c'est pas vrai. Bon, par contre, vous insistez, je crois, sur le fait qu'il faut laver les crudités, les fruits. Non, alors, oui, en fait, je dis que c'est démontré, hein, c'est pour ça que ça s'appelle vrai régime. Les pesticides ne sont pas hydrosolubles, ils sont liposolubles. Donc vous pouvez toujours les laver à l'eau, les pesticides, ils resteront. Il faut mettre un peu de savon dans la première eau, laver avec de l'eau savonneuse, puis ensuite rincer pour enlever le savon. Parce que c'est liposoluble, donc il faut un peu de savon pour enlever les pesticides. Sinon, vous enlevez la peau, mais souvent, c'est dans la peau qu'il y a les bons produits. Ben oui. Bon. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions. Et est-ce que... Pardon ? Non, on est bon, là. Mais très bon. Là. Attends, moi, pardon, excusez-moi, je ne voyais pas bien ma montre. Comme j'ai une maladie de consultation que j'ai arrêtée pour... Comme c'est gênant de me regarder sa montre, j'avais apporté mon réveil. Bravo, merci. Mais il ne va pas sonner. Alors, monsieur ? Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant de parler au départ de Georges Mathé, comme votre patron. Et moi, je l'ai rencontré personnellement à Bolbrousse, je crois. Voilà. Donc ça, il m'a parlé justement de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Et lui, il n'était pas très, très confiant de tout ça. Je veux dire, il avait comme ça une doute quant à l'efficacité des thérapeutiques. Et même, il y a des gens qui me demandaient, ils ont voulu voir un cancérologue qui a dit chimio ou radio. Il y a aussi une hésitation là-dessus. En fait, ma remarque, c'est est-ce que, après le plan anti-cancer de Jacques Chirac 2009-2013... 2007.
Ah bon? Parce qu'il y en a une qui était... Après, il y a eu Sarkozy 2007, 2012, et maintenant, il y a Hollande qui va sortir Chirac, le ça sien. peut pas être 2013. Ah d'accord, mais c'était M. Manchini. 2002, 2007, Ah oui, Chirac. c'est M. Manchini, Alenka, qui j'ai connu à l'époque. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on connaît actuellement la vulnérabilité au cancer ou pas? C'est-à-dire que quoi? par exemple, à un moment donné, on a parlé à Marseille de stress, de psychologie, de machin comme ça. Les causes de cancer dans notre pays, je vais vous répondre, Oui. elles sont très claires. Il y a 30% des cancers qui sont dus au tabac, depuis la bouche jusqu'au foie, au pancréas, à la vessie. 35%? 30%. Donc 30% des cancers sont dus au tabac. 30% des cancers, le sein et la prostate, sont dus aux hormones que vous avez dans votre corps. Les hormones féminines qui font que, mesdames, vous êtes des femmes, et les hormones masculines, la testostérone, qui font que nous sommes des hommes. Malheureusement, ces hormones sont aussi des facteurs cancérigènes pour les cellules qui y sont sensibles, la prostate chez nous, le sein et l'utérus chez la femme. 30% et 30%. Ensuite, vous avez 5% de cancers héréditaires. Là, vous avez hérité de vos parents un gène muté, un gène anormal, qui va faire que vous avez une très très forte probabilité d'avoir certains cancers en fonction du gène dans votre vie. C'est le cas de Angelina Jolie avec le gène BRCA1, BRCA2 qui donne à peu près 80% de risque d'avoir un cancer du sein et 60% de risque d'avoir un cancer de l'ovaire. C'est pour ça que ces femmes se font enlever, à juste titre et avec beaucoup de regrets. Naturellement, c'est pas facile de les convaincre, mais de faire enlever avant 40 ans les seins et les ovaires. Parce que la probabilité est presque de 100%. Enfin, c'est énorme, 80% de risque d'avoir un cancer du sein, vous imaginez. Ça fait, donc vous êtes à 30 et 35. Ensuite, vous avez à peu près 10% des cancers qui sont dus à des agents infectieux. C'est une bactérie pour l'estomac, c'est un virus pour les cancers du col de l'utérus, l'HPV, mais qui donne aussi le cancer du pénis, le cancer de l'anus, le cancer de la bouche. Vous avez aussi le virus de l'hépatite pour le cancer du foie. Enfin voilà, vous avez à peu près 10% qui sont dus à des agents infectieux. Vous avez à peu près 5% qui sont dus à des agents physiques, les rayons ultraviolets pour les cancers de la peau, la radioactivité pour les cancers de la thyroïde, etc. Et puis vous allez avoir 20% pour laquelle vous avez la seule explication, c'est l'alimentation, avec tout ce que ça implique dans l'alimentation. Hein. Ce n'est pas uniquement le produit lui-même, c'est les pesticides, c'est le mode de cuisson, c'est tout ce que vous voulez. Donc là-dedans, quelle est la part du stress? Alors, elle n'a jamais pu être démontrée. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, la seule type d'étude possible, je vous ai parlé des études dans lesquelles on a donné de la vitamine A, ou dans lesquelles on a donné de la vitamine E, et l'autre moitié, on ne leur avait pas donné, donc on peut faire des comparaisons. C'est difficile de prendre des gens et la moitié les stresser, l'autre moitié pas les stresser. Donc en fait, vous êtes obligé de faire, au lieu de faire des études de corps, c'est-à-dire vous prenez des gens, la moitié vous les stressez, l'autre moitié vous les stressez pas, là vous êtes obligé de faire des études de cas témoins, c'est-à-dire vous allez regarder si dans une population stressée, il y a plus de malades atteints de cancer que dans une population non stressée. Naturellement, c'est très imparfait comme méthode, c'est très peu précis, et donc vous ne pouvez observer que des facteurs qui ont un fort impact. Si le stress va jouer sur 1%, il est très difficile de démontrer sur une étude comme celle que je viens de vous dire, où on va regarder si les veuves, ça a été fait, hein, les veuves dans les 2 ans qui suivent leur veuvage dans les pays scandinaves, on a regardé les soldats américains prisonniers dans la guerre de Corée, on a regardé sur les survivants de la Shoah, on a regardé chez les gens de l'industrie nucléaire qui sont très stressés, etc., les ouvriers. Bon, il n'y a jamais pu démontrer qu'il y avait une augmentation du risque. L'idée comme ça qui plane vient d'une étude qui a été faite dans les années 50 dans une usine d'électricité du Michigan, où un sociologue du travail a fait une étude et a regardé s'il y avait un lien entre le niveau de stress des ouvriers et telle ou telle pathologie. Et il a fait une publication disant, voilà, si dans le groupe qui était très stressé, il y avait plus de cancer. Alors, un autre sociologue du travail est retourné l'année d'après dans la même usine d'électricité et n'a pas du tout retrouvé ce résultat. Et depuis, toutes les études sur stress et cancer ne sont pas apparues positives. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'impact. La plupart des cancérologues dans le monde entier pensent qu'il y a un lien. Mais ce lien, il est probablement très petit, pas un gros facteur d'impact. Et c'est ce qui explique que la méthode, que les outils que nous avons pour essayer de chercher si c'est vrai ou pas, comme ils ne sont pas précis, pour un petit facteur d'impact, on va passer à côté. Si vous voulez, il y a une autre chose. Voilà, vous ne pouvez pas prouver que le stress donne le cancer. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas non plus prouver que le parachute sauve les gens qui tombent d'un avion. Parce que pour le prouver, il faudrait prendre 20 personnes dans un avion, 10 avec un parachute, 10 sans parachute, on jette tout le monde, et on voit combien ont survécu dans les 2 groupes. On ne peut pas faire ça.
De même qu'on ne peut pas prendre 2000 mamans, les regrouper en 2 groupes de 1000. 1000 ont tué leur enfant devant leurs yeux et l'autre groupe, on ne les tue pas. Et on voit s'il y a plus de cancers qui apparaissent chez celles qui ont vu leur enfant mourir. Ce n'est pas possible. La méthode qui consiste à provoquer un événement pour en mesurer l'impact n'est pas possible dans le domaine de la recherche d'un lien entre le stress et le cancer. Mais ça ne veut pas dire que ce lien n'existe pas. Par contre, à l'inverse, si ce lien était très fort, c'est-à-dire que ça avait un gros facteur d'impact, comme le tabac par exemple, on n'est pas obligé de tirer au sort la moitié qui fume, la moitié qui ne fume pas. On regarde juste le taux de cancer chez les fumeurs, le taux de cancer chez les non-fumeurs, il est tellement différent que c'est clair que le tabac donne le cancer sans qu'on ait besoin de faire ce tirage au sort. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la méthode dite scientifique par Claude Bernard, on tire au sort, on fait un truc sur la moitié et pas sur l'autre moitié. Cette méthode n'est pas applicable à la recherche sur le lien entre stress et cancer. Donc, on est obligé d'aborder le sujet par des méthodes très imprécises qui sont les méthodes de cas témoins. On va prendre un groupe, on va le comparer à des témoins. Mais comme c'est déclaratif, c'est comme l'histoire de est-ce que les gens qui déclarent combien de verres de vin ils ont bu. Comme il faut 20 ans pour faire un cancer, on leur demande il y a 22 ans. Combien vous avez bu de verres de vin par jour cette année-là? Comment vous voulez rappeler précisément combien vous avez bu de verres de vin en 1993? Non, ça fait 10 ans. En 1983? C'est pas possible, vous allez me dire un chiffre très approximatif. Ben, sur le niveau de stress, tout ça c'est très approximatif dès qu'on fait des études comme ça. Et donc vous ne pouvez observer qu'un truc très évident. Mais un truc pas évident, vous n'allez pas pouvoir le démontrer. Donc mon sentiment de cancérologue qui soigne les malades, c'est qu'il y a un impact. Mon sentiment d'un type qui a écrit le vrai régime anti-cancer, c'est que c'est pas démontré. Vous avez dit qu'une observation très importante, vous avez dit 2 morts, l'annonce du cancer. Ça c'est un autre problème. Est-ce que vous, en tant que cancérologue, est-ce que vous annoncez ou pas? Parce que j'ai vu dans les... Non, on est obligé de dire la vérité aux malades. Mais il y a une façon de dire en donnant de l'espoir, il y a une façon de dire en fermant l'espoir. Moi, ce que j'explique dans de l'armée de sang, c'est ma pratique depuis 30 ans. Si vous rentrez dans une relation avec un malade en étant sincère avec vous-même et en ayant de l'intérêt pour ce malade-là, pas vous dire, moi, de toute façon, je dis toujours la vérité, ou moi, de toute façon, je dis jamais la vérité. Si vous prenez le soin d'essayer non seulement d'entendre ce que le malade vous dit, mais surtout d'entendre ce qu'il ne vous dit pas, de regarder son regard, de regarder sa peur par la transpiration qu'il laisse sur la table avec ses mains, etc., vous allez mieux comprendre qui il est et vous serez un langage plus adapté à ce qu'il est capable d'entendre ou prêt à entendre. Il faut savoir aussi que tout ne se joue pas dans une fois. La consultation, il y en aura d'autres. Il faut savoir amener à la vérité doucement. L'idée maîtresse est d'essayer de ne pas blesser. Et l'entourage, vous faites quoi avec l'entourage? C'est très stressant. Il faut laisser le micro un peu aux autres, hein, là, quand même. Ils attendent. Et monsieur à côté, il attend depuis tout à l'heure. Bon. Alors, à l'entourage, on l'aide de la même manière. Et on l'écoute de la même manière. Voilà. Monsieur. Professeur, des progrès dans le domaine de la recherche depuis en particulier ces 10 dernières années. Et je voulais vous poser une question sur un cancer spécifique, le cancer de la prostate, qui est très répandu. Et qui, 60 000 cas chaque année en France, 11 000 morts. Et qui apparemment est de mieux en mieux soigné, puisqu'on voit quand même beaucoup de gens qui s'en sortent. Bon. Et j'ai découvert récemment qu'il y avait une nouvelle technologie qui s'appelle l'ablaterme, qui consiste à bombarder par ultrasons les tumeurs, particulièrement du cancer de la prostate, qui évite la chirurgie, la chimiothérapie, etc., et qui a des résultats tout à fait exceptionnels. Est-ce que c'est une invention américaine? Non, c'est une invention au départ française, mise en œuvre ensuite par une compagnie américaine. Mais moi, les cas que j'ai traités avec ablaterme, ils ont tous rechuté. Donc moi, je n'ai pas vu les résultats exceptionnels dont vous parlez. D'autre part, quand vous faites un traitement par ablaterme, si la maladie revient, vous êtes très embêté ensuite. Et je crois que ça n'a d'intérêt que pour des cas très particuliers de tout petits cancers dans un seul lobe de la prostate. Et ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, le vrai progrès en matière de cancer de prostate, c'est l'abstention thérapeutique. Dans un tiers des cas aujourd'hui, après avoir découvert un cancer de prostate, on ne fait rien que surveiller le malade. Et ça, c'est le dernier grand progrès. Parce que si vous voulez, jusqu'à ce qu'on fasse comprendre à tous les acteurs de soins que parfois, il ne faut rien faire, tous les gens chez qui on trouve un cancer de prostate se voyaient proposer une prostatectomie radicale, c'est-à-dire qu'on leur enlève la prostate. Sauf que, selon le chirurgien et son expérience, vous avez entre 5 et 15% d'incontinence urinaire par la suite et entre 80 et 100% d'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire d'absence d'érection. Alors avoir des couches culottes à 65 ans, alors qu'il reste encore 25 ans à vivre, c'est pas forcément bien.
Et ne plus être capable d'avoir de rapports sexuels, c'est pas mieux non plus. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que dans à peu près 30% des cas, alors je ne vais pas revenir dans les détails, ça n'intéresse personne ici, mais dans 30% des cas, la recommandation internationale, c'est de ne rien faire que de surveiller régulièrement le malade. Et ça, à mon avis, c'est la grande victoire. C'est la grande réponse à ce dépistage inorganisé qui se fait partout par le dosage du PSA dans le sang, qui fait qu'on trouve des types qui ont des cancers de prostate dont on ne sait pas. Il faut que vous sachiez 2 chiffres. Quand on regarde les autopsies sur des hommes qui sont morts d'accidents de la route ou d'infarctus du myocarde, etc., de tout ce que vous voulez, mais pas de cancer. 60% des hommes de 60 ans, à l'autopsie, ont un cancer de prostate, ils ne le savaient pas. 80% des hommes de 80 ans. Ça veut dire que d'avoir un cancer de prostate, c'est banal. Un homme est soumis à l'effet de ses hormones mâles pendant toute sa vie, à partir de la puberté, et donc il est très vraisemblable que pratiquement chacun d'entre nous, hommes j'entends, nous allons développer un cancer de prostate. 80% des gens de 80 ans. C'est pas rien quand même, c'est facile à retenir, ce chiffre. Et donc le truc, c'est que combien de ces cancers vont sortir comme maladie dans le temps de vie de ces hommes, mais pas 100%, loin de là. Et donc on sait aujourd'hui que près de 30% de ces cancers sont indolents et qui ne justifient pas d'une opération chirurgicale lourde susceptible de telles complications. Et donc on les surveille simplement. Est-ce que il y a d'autres questions peut-être? Voilà, le micro arrive. Par rapport au tabagisme passif, quel est le pourcentage donc d'atteinte? Alors je sens que j'espère vous avoir bien montré que je suis un fervent défenseur de la lutte contre le tabagisme. C'est moi qui ai augmenté le prix, enfin, etc. Oui. J'en ai pris plein la figure. C'est pour ça que ça m'intéresse. Bon, mais pour autant, en tant que scientifique, je suis désolé, mais vous ne me connaissez pas, mais je suis quelqu'un de très attaché à la vérité, quelle qu'elle soit. Je veux dire, je défends cette vérité. Il n'y a pas, de mon point de vue de scientifique, de véritable preuve que le tabagisme passif soit le fléau que l'on nous décrit. L'analyse que je fais des données épidémiologiques sur le risque induit par le tabagisme passif m'incite à penser que c'est probablement, bien sûr qu'il y a un effet sur la santé, mais il est probablement très petit en termes d'impact sur la mortalité nationale. C'est probablement, mais on est sur l'unité de pourcentage, si vous voulez, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et c'est vrai que ce tabagisme passif, le peu qu'il entraîne comme mortalité, elle est inacceptable. C'est quelqu'un qui n'a même pas eu le plaisir de fumer. Bon. À l'inverse, il faut que vous sachiez que le tabac, il n'y a qu'un fumeur sur 6 qui développe un cancer. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui peuvent fumer tranquille. Notre seul problème, c'est qu'on ne sait pas l'identifier, celui-là. Mais il est probable que sur le passif, ça va être pareil. Donc, l'avenir, c'est quoi? Alors, bien sûr, j'ai fait la loi. J'ai fait partie de ceux qui ont rédigé, défendu auprès de Villepin et Chirac pour qu'ils fassent passer, qu'ils promulguent la loi contre le tabagisme dans les lieux publics. Mais pour autant, le tabagisme passif dans les lieux publics, c'est gênant parce que ça change le goût des aliments, ça perturbe tout le monde. Donc, bien sûr que je ne vais pas défendre le tabagisme, en aucune manière. Mais pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit cette espèce de truc qui tue tellement de gens, etc. Pardon, un mot plus général. J'ai le sentiment, et ça s'est matérialisé encore plus que tout par le fait de mettre le principe de précaution dans la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Je suis terrorisé à l'idée que nous sommes entrés depuis une quinzaine d'années dans une société hygiéniste. C'est-à-dire que ce que l'on veut faire de nous, c'est rouler à 30 km/h avec des airbags et des ceintures partout, c'est manger que des fruits et légumes et plus de viande. Vous avez des tas de types à la télé qui s'expriment de partout pour dire qu'il faut être végétarien. Il y en a qui vous disent qu'il faut manger cru, parce que le cueilleur-chasseur que nous étions il y a quelques millions d'années n'avait pas le feu, et il ne mourait pas de cancer. Il mourait à 20 ans, il n'avait pas le temps d'avoir un cancer, bien évidemment, en plus il ne fumait pas. Vous avez plus d'alcool, le premier verre de vin est cancérigène, ce qui est une ineptie scientifique totale, enfin, etc. etc. Moi je pense, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un principe qui prévaut à toute autre chose, c'est la liberté. Je pense que la liberté est une valeur plus importante que la santé. En d'autres termes, expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas fumer, c'est très important. Maintenant, si malgré tout, ils veulent fumer, je ne peux pas les mettre en prison ou je ne sais pas quoi. La liberté, c'est important. Je veux dire, nos parents sont morts pour ça. Personne ne va mourir pour que nous soyons tous en bonne santé. Il ne faut pas non plus rêver. Mais comment faire pour que les gamins de 15 ans, sortis du collège ou du lycée, ne fument pas? La seule chose qui est... Écoutez, j'ai fait faire les enquêtes, les sondages, les enquêtes sociologiques, etc., pour essayer de comprendre.
il n'y a qu'une chose qui marche. Le jeune, l'adolescent, l'enfant et l'adolescent n'a aucune conscience qu'il va mourir un jour et que cette date peut être largement anticipée s'il fait des bêtises. De l'autre côté, c'est pour ça que les gamins, eh ben, ils font de la moto, ils font de l'alpinisme, ils font des trucs dangereux et pas de la pétanque. Voilà. Ils vivent, comme vous dites. Bon, le seul truc qui marche chez eux, c'est le prix. Parce qu'ils ont un budget qu'ils ne maîtrisent pas. C'est le budget des parents. La plupart d'entre eux, je veux dire, mais enfin l'immense majorité d'entre eux, ils ont la semaine. Je ne sais pas comment vous appelez ça aujourd'hui. Moi, quand mes enfants étaient petits, ils avaient une semaine. Bon, avec la semaine, ils pouvaient se payer un paquet de cigarettes par jour. Quand le paquet était à 3 €, à partir du moment où il est passé à 5 €, ils ne pouvaient plus faire que 3 paquets ou 4 paquets par semaine. Et s'ils montent encore. Et c'est pour ça que, quelque part, je regrette le fait que ces jours-ci, il devait y avoir l'augmentation habituelle du prix du paquet en France. Et que comme les recettes fiscales ont baissé, Bercy a décidé, contrairement à la santé, au ministère de la Santé, de ne pas augmenter le prix du paquet. C'est l'ambiguïté de la commercialisation d'un commerce qui touche à un produit toxique, mais sur lequel l'État prélève des taxes. Voilà. Et le problème, naturellement, c'est que celui qui fait de la prévention, le gouvernement qui fait de la prévention, dépense de l'argent pour la faire ou accepte une baisse de ses rentrées fiscales, mais ce n'est pas lui qui va avoir l'économie qui sera induite, car c'est quand il y a moins de fumeurs en 2013 qu'il y aura moins de cancers en 2030. Mais ça ne sera plus le même gouvernement en 2030. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je peux en glisser une. Oui, À il y en a une. propos de... Qui parle? Je suis là. Pardon, madame. Oui, à propos de viande, je ne fais que répéter ce qu'ont dit des spécialistes lors d'un meeting international, avec aussi bien des physiologistes que des ingénieurs agronomes, etc. Et j'espère quand même, monsieur le professeur, que vous êtes sensible à la souffrance animale, que vous n'en êtes pas à penser que les animaux sont des objets. Sinon, ce serait grave. Il y a quand même le rapport Je vous Bateson. supplie de ne pas influencer ma réponse autant, madame. Non, mais... J'assiste à des colloques tout aussi prestigieux dans lesquels on ne dit pas ça. Alors, donc, les spécialistes ont insisté sur le fait Certains que spécialistes. Laissez-moi parler, s'il vous Oui, plaît, bien sûr, monsieur. madame, je corrige. Les barres noires de grill sur la viande grillée. Donc, les barres noires, c'est de l'acroléine et que c'est encore plus cancérigène que le tabac. Alors, Voilà. madame, je vous corrige. Je ne fais que répéter ce qu'ont dit les spécialistes. Mais vous avez du mal tout écouter, parce que ce n'est pas de l'acroléine, c'est de l'acrylamide. Mais ce n'est pas grave. Mais donc, effectivement, le mode de cuisson intervient énormément dans le risque cancérigène des aliments. Le mode de cuisson probablement le plus cancérigène, bien sûr, il y a le barbecue qui vient très vite derrière, avec la création... Alors, l'acrylamide, c'est surtout lié à certains modes de cuisson, pas uniquement le barbecue. Par exemple, le produit qui contient le plus d'acrylamide, qui est un agent cancérigène de niveau 1, d'après l'OMS, dans notre alimentation quotidienne, sont les chips. Elles n'ont pas été cuites au barbecue. Le deuxième aliment le plus cancérigène dans notre alimentation, et vous avez un tableau sur le site du ministère de la Santé français avec le taux d'acrylamide par aliment, et vous allez voir que les deux premiers, c'est les chips et, je ne dirai pas la marque, mais c'est une chicorée avec du café soluble, l'ami du petit déjeuner. Donc ça, c'est très cancérigène. Alors maintenant, le mode de cuisson le plus cancérigène, c'est le wok. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une poêle plate, que vous mettez de la matière grasse et quelque chose à cuire, des légumes, de la viande, du poisson, vous montez environ entre 120 et 160 degrés. Quand vous prenez le wok, qui est cette poêle chinoise, enfin asiatique, arrondie, et que vous mettez la même matière grasse et les mêmes aliments, vous montez une température de l'ordre de 350 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration du feu sur l'âtre, sur le point, qui monte à une très forte température. Or, quand vous passez à ces températures-là, vous avez dépassé le point de fumée de la plupart des matières grasses. Le point de fumée, c'est la température à partir duquel une matière grasse va se vaporiser, c'est-à-dire se transformer en gaz, et créer de la fumée noire qui contient, comme le tabac, des amines aromatiques et des hydrocarbures polycycliques. Et ça fait que celui qui cuisine au wok augmente son risque de cancer, et que celui qui mange ce qui a cuit dans le wok augmente son risque de cancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas le faire trop régulièrement. Comment avons-nous découvert ça? Dans les années 80, le gouvernement chinois, Nixon était allé en Chine, il y avait des réchauffements des relations sino-américaines, et donc dans cette époque, le gouvernement chinois s'est aperçu qu'il était confronté à une épidémie de cancer du poumon chez les femmes chinoises dans les grandes villes chinoises.
Et donc, il y a eu des colloques, des réunions pour essayer de comprendre pourquoi ces femmes qui ne fumaient pas développaient autant de cancer du poumon. Et en réalité, l'épidémiologiste américain, avec son équipe, ont très vite trouvé la raison. Et c'est la cuisine au wok dans des appartements fermés. En fait, c'était le moment de l'exode rural. La Chine avait son boom économique et faisait venir des ouvriers de la campagne et les héberger dans des espèces de HLM construits à la va-vite dans les grandes villes. Et comme c'était mal chauffé, les femmes, toute la journée, fermaient toutes les fenêtres et tout, et avaient emmené leur tradition culinaire qu'elles avaient prise, qu'elles pratiquaient dans un espace très mal isolé, qui était une cabane dans la campagne anglaise, avec un peu de briques, enfin, etc. Et cette cuisine au wok, qui pouvait se concevoir dans ces habitats-là, et devenait malsaine dans les habitats de ces grands centres urbains chinois. Et donc c'est la cuisine au wok. Après, depuis, il y a eu plusieurs études, une très belle étude dans une quinzaine de restaurants chinois de Hong Kong ou Singapour, je crois Hong Kong, dans lequel on a regardé le taux de cancer du poumon chez les serveurs comparé au taux de cancer du poumon des cuisiniers, et vous avez un facteur 3 à peu près, c'est-à-dire les cuisiniers ont 3 fois plus de cancer du poumon parce qu'ils cuisinent tous au wok. Donc voilà. Alors le barbecue est effectivement une technique très cancérigène, c'est-à-dire le contact avec la flamme. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs pourquoi la consommation de viande américaine, une des 3-4 raisons qui explique dans le livre très clairement que la consommation de viande telle que la pratiquent les Américains soit plus cancérigène que la nôtre, puisque nous, 70%, les enquêtes de consommation montrent que 70% des Français mangent la viande peu crue ou cuite, c'est le carpaccio, le tartare, la viande saignante, alors que 70% des Américains la mangent très cuite et marquée par la flamme, ce vieux mythe du cow-boy qui fait cuire ce truc. Et or, dès que c'est marqué par la flamme, dès qu'il y a du noir, c'est qu'il y a des hydrocarbures polycycliques, c'est-à-dire du charbon, si vous voulez, et ça, c'est très cancérigène. Donc, le barbecue est cancérigène, le wok est cancérigène, mais le braisage n'est pas cancérigène. Alors, la friture peut le devenir, justement à cause de l'acrylamide, en fonction de ce que vous faites frire. Car là, ça dépend. Autant les hydrocarbures polycycliques, c'est du carbone qui est dans la viande, dans les légumes, partout. Il y a toujours des carbohydrates, les glucides. Voilà. Quand vous faites cuire, ça fait du charbon. Mais l'acrylamide, c'est une substance qui dépend d'un acide aminé présent dans l'aliment que vous faites cuire. S'il n'y a pas, ou si cet aliment est peu riche dans cet acide aminé-là, vous n'aurez pas de fabrication d'acrylamide. Mais s'il est riche en ça, comme les pommes de terre par exemple, si vous faites frire à haute température, vous aurez de l'acrylamide dans les chips. De même, la chicorée, comme elle est torréfiée, c'est pas que la friture, c'est la torréfaction aussi. Quand vous torréfiez, mais torréfier la chicorée, là, vous allez avoir de l'acrylamide. Par contre, torréfier du café ou du thé ne donne pas d'acrylamide. C'est la ricorée, votre cochonnerie? Je dis pas. Bon, on est filmé. Bien, donc voilà. Alors pour répondre, je ne répondrai pas sur les animaux, la façon de les abattre. Je n'ai pas de compétences. C'est déjà difficile d'en avoir sur le cancer. Donc pardon, mais encore une fois, moi j'aime pas les dogmes. Donc c'est pour ça que je réponds de cette manière. Je crois vraiment dire ce qui est prouvé. Et quand c'est pas prouvé, je peux dire mon opinion, mais ça n'est plus, c'est sur le stress par exemple, mais ça n'est plus une preuve scientifique. Bon, je vous dois d'être à l'heure à votre consultation, donc je crois que nous arrivons au terme de cette rencontre et nous devons en effet donc laisser la place à la dernière table ronde qui portera sur le vin français. Et ça m'amène à une petite dernière question, Gérard, si vous me le permettez. Que pense le professeur Cayatte de la consommation du vin pour la santé ? Le vin... J'ai un peu la réponse, je vous dirai pourquoi. Le vin, quand il est consommé avec modération, n'augmente pas le risque du cancer. La modération, c'est moins de 2 verres en moyenne par jour chez la femme, moins de 3 verres en moyenne par jour chez l'homme. Je pourrais m'amuser à vous répondre que c'est une moyenne sur l'ensemble des jours de votre vie. Et puis ne pas boire pendant 8 jours. Voilà, exactement. Et c'est 2-3 verres. Il n'y a aucune démonstration que le vin soit cancérigène au premier verre. Il y a une très belle étude il y a 2 ans qui l'a dit, ça a fait d'ailleurs tous les médias l'ont repris, mais le monsieur qui avait fait cette expérience, un Américain, avait en fait c'est du déclaratif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il a pris des gens qui déclaraient 0 verre de vin, des gens qui déclaraient 1 verre, 2 verres et 3 verres ou plus. Et il a constaté qu'il y avait plus de cancer par rapport au 0 dans le groupe qui prenait à peine 1 verre par jour en moyenne. Oh. Et donc il a annoncé ça, il a publié ça, tout le monde en a parlé, sauf que l'année dernière, au mois d'octobre, au Congrès mondial de cancérologie,
Il est venu et il a pris la parole, c'est dans le site du congrès en question. Il a pris la parole et il a dit, écoutez, excusez-moi, je me suis trompé, parce qu'après avoir fini ses travaux et publié ses recherches, il s'est aperçu par hasard qu'un certain nombre de gens qui déclaraient 1 verre par jour en moyenne, un certain nombre d'entre eux avaient été hospitalisés pour coma éthylique, d'autres ils avaient été arrêtés pour conduite en état d'ivresse, etc. Et c'est ce qu'il dit, hein, vous allez sur le site internet, il explique. Et donc il a repris ces données en éliminant tous ceux qui avaient des transaminases élevées, c'est-à-dire dans le bilan hépatique quand on fait une prise de sang, enfin, etc. Quand il a éliminé tous ceux qui avaient manifestement menti, la consommation du premier verre n'était pas cancérigène. Donc voilà, je vous rassure, vous pouvez boire un peu. J'avais un petit début de réponse ayant découvert que la revue Vin de France vous avait désigné l'homme de l'année en 2012. Ça ne doit pas être un interdit de consommer. Non, certainement pas. Vive la vie!